Voici l'entrevue de cette fin d'après-midi, aujourd'hui avec Alain Bougrain-Dubourg qui nous rejoint. Il va être au micro de Jean-Christophe Nava de Radio Parole de Vie à Saint-Malo, que vous pouvez écouter sur le 100.5. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoints ici en direct à la Maison du Protestantisme à Paris. Merci effectivement Alain Bougrain-Dubourg d'avoir accepté cette invitation chaleureusement. Vous êtes le président de la Ligue de protection des oiseaux depuis 1986. Oui. Vous êtes aussi administrateur de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Vous êtes également membre du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, et du Conseil national de la transition écologique. Et vous intervenez sur tous les fronts pour préserver la biodiversité et le climat. Alors vous avez publié dernièrement aux éditions de La Martinière vos mémoires intitulées « Il faut continuer de marcher ». On va en parler dans quelques instants. Alors c'est vrai que j'ai souhaité votre présence dans le cadre de ce plateau radio autour de la COP 21. Parce que lorsqu'on m'a demandé de contacter des grands invités, j'ai tout de suite pensé à vous. Ça m'a ramené quelques années en arrière aussi, des émissions de télévision et de radio, mais aussi plus récemment. Alors première question, puisque c'est le contexte qui le veut, Alain Bougrain-Dubourg, quel est votre regard sur la COP 21 ? Je suis enthousiaste, je le dis, même s'il y a de la frustration, enthousiaste parce que jamais dans l'histoire de l'humanité comme aujourd'hui, les grands de ce monde se sont penchés sur l'état de santé de la planète avec une volonté évidente de changer les choses. J'étais il y a plus de 22 ans à Rio, au sommet de la Terre de Rio, où on plantait les racines à la fois de la question climatique, même si déjà on en parlait avant, et de la biodiversité. Et j'ai assisté à beaucoup de COP, la dernière à Lima l'année dernière, et jamais autant qu'aujourd'hui, on a avancé. Alors certes, on n'atteindra peut-être pas les 1,5 degré ou 2 degrés qui est le seuil maximum. Peut-être on va le dépasser. On ne sait pas encore comment on va trouver les 100 milliards de dollars à partir de 2020. Il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes, mais on voit qu'il y a une bonne volonté et je pense qu'on va franchir une marche historique. Vous voyez, c'est passé un peu... On en a peu parlé dans la presse, mais lundi, j'étais au Bourget et il y avait Obama qui s'exprimait. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, alors que c'est le pays le plus riche au monde, la première économie mondiale, qu'il y avait un potentiel économique formidable. Simplement, il fallait changer d'orientation, d'horizon, mais il y avait un développement incroyable à travers les énergies renouvelables, la créativité, etc., en oubliant ce qui avait fait le bonheur des Trente Glorieuses, on va dire. Et alors, je ne m'en tiens pas à l'aspect économique, mais quand on voit qu'un pays comme celui-là est prêt à s'engager et rassure les marchés, on va dire, les entreprises, les banques, etc., c'est très important parce que nous, on est motivés par la vie, par le vivant, on va dire. Et l'avenir de l'humanité, d'autres sont motivés par l'argent. Et je crois qu'il faut concilier les deux pour y arriver. Alors je vois que vous suivez bien entendu les débats. S'il y avait à résumer en quelques mots les grands enjeux pour vous, Alain Bougrain-Dubourg, de cette COP 21, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Pour moi, c'est l'enjeu de la survie de chacun d'entre nous. Le problème avec cette question, c'est que c'est une lisibilité à moyen et long terme. Et on n'est pas face au mur, en tout cas en apparence. Alors, malheureusement, il y a quelques événements climatiques, il ne faut pas confondre la météo et le climat, mais qui nous montrent que les choses s'accélèrent. Il est certain que les inondations multiples, la déforestation, la désertification, les violences de la nature, la nature nous rappelle à son potentiel de puissance, et bien tout ça est finalement une façon de lire le futur et nous amène peut-être davantage à nous engager. Je vais prendre un seul exemple. Quand vous regardez la Chine, qui a décidé de s'engager en Chine quand ils font un choix, on ne veut voir qu'une seule tête et ça roule. Ils ne sont pas engagés, je pense, exclusivement pour les gaz à effet de serre. Moi, j'ai été plusieurs fois en Chine. Ils sont engagés parce que ça devient invivable. Il y a une pollution avec des particules, du frog, etc., qui fait que le pays est gelé, ou certaines grandes villes le sont. Et donc, ils se disent, il faut changer le modèle. Voilà. Et quand les Chinois choisissent d'aller dans une direction, ça va très vite.
On voit que le photovoltaïque, c'est eux qui l'ont développé, pas forcément bien, mais ils commencent à faire des villes à énergie positive, etc. Enfin, c'est incroyable, l'accélération de ce pays. Et donc, voilà, j'ai envie d'être optimiste. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut continuer de marcher, il faut continuer de se battre, il faut être optimiste, pas baisser les bras, jamais. Est-ce que vous avez le sentiment, Alain Bougrain-Dubourg, que le Quidam prend la mesure des enjeux ? Oui, voyez-vous, moi je fais beaucoup de conférences, notamment avec Jean Jouzel, qui traite le climat, moi la biodiversité, moi, du GIEC, et à travers la LPO, notre association qui ne s'intéresse pas qu'à l'oiseau, c'est 46 000 membres, 400 salariés, c'est la biodiversité. Bien, qu'est-ce qu'on voit face à nous? Il y a des citoyens, des collectivités ou des entreprises. Les uns et les autres ne sont plus à nous dire bon, ça va se passer comment? Ils disent non. Moi, à mon niveau, je suis citoyen, entreprise, collectivité, qu'est-ce que je peux faire? Et notre job, à nous, les ONG, c'est d'apporter une réponse à cette proposition. Alors, curieusement, le climat, c'est peut-être plus facile. Parce que vous dites aux gens, vous allez faire du covoiturage, vous allez faire de l'isolement, que sais-je encore, vous allez développer des énergies renouvelables. Bon. Mais pour la biodiversité, est-ce que c'est en mettant un nichoir dans son jardin qu'on va sauver le vivant qui nous entoure? C'est beaucoup plus complexe. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, Alain Bougrain-Dubourg. Quels sont les impacts sur les oiseaux en ce qui concerne le réchauffement climatique? Alors, ils sont très clairs. On vient de faire avec le Muséum national d'histoire naturelle un colloque sur ce thème. Et c'est intéressant parce que l'oiseau est scientifiquement un indicateur. Quand l'oiseau est présent avec des populations importantes, c'est que le vivant, l'ensemble de la chaîne du vivant se porte bien. Quand il disparaît, on voit bien qu'y compris dans les sols, il y a un problème. Donc l'oiseau, globalement, on peut dire qu'il remonte vers le nord. Certains oiseaux ne partent plus en migration. Je pense par exemple, pas tous, mais les cigognes, il y a plus de 2000 couples, il y a près de 1000 individus qui restent en France. Donc c'est plutôt positif, il faut le dire, parce que la migration, c'est un voyage périlleux, dangereux, etc. Mais on ne sait pas ce que ça va produire comme effet à terme. Si je devais résumer, je dirais que l'épicentre de la biodiversité en Europe aujourd'hui, c'est la France. Si on ne fait pas quelque chose, dans pas longtemps, ça sera le sud de la péninsule scandinave. Voilà, très clairement, la végétation, les insectes, les oiseaux, les mammifères. On voit le renard roux qui monte jusqu'au cercle polaire, qui s'attaque au renard polaire parce qu'ils ont les mêmes proies. Je pourrais vous en parler longuement. Le lézard vivipare, le CNRS a travaillé sur cette espèce. Eh bien, si on augmente de 2 degrés, on voit qu'il va accélérer son rythme. Et sa maturité sexuelle, qui est théoriquement à 2 ans, va passer à 1 an. Alors je dis, c'est génial, il va vivre. Ouais, mais il vit avec une telle énergie qu'il vit beaucoup moins longtemps et que la mortalité n'est pas compensée par la natalité. Votre radio, notre climat. Votre radio, notre climat, c'est en direct de la Maison du Protestantisme à Paris. Nous sommes avec Jean-Christophe Navat et Alain Bougrain-Dubourg. Et oui, Alain Bougrain-Dubourg, que dire des conséquences en ce qui concerne donc la biodiversité? Vous l'avez dit, mais j'aimerais revenir en particulier sur les travaux, je l'évoquais en vous présentant tout à l'heure, du CESE, c'est-à-dire le Conseil économique, social et environnemental. Alors, c'est la 3e chambre de France, après le Sénat et l'Assemblée nationale, et on va dire que le CESE, c'est la représentation de la société civile à travers ses associations, ses syndicats, etc. Et nous, on est assez récents, puisque ça fait 5 ans, une première mandature, les environnementalistes, et on vient d'être reconduit pour une 2e mandature. Bon, en 5 ans, moi j'ai porté 3 saisines. L'une sur le statut de l'animal, je souhaitais qu'on reconnaisse sa sensibilité dans le Code civil. J'ai eu un échec, ça a été rejeté, c'est historique. Avant même qu'on le présente en plénière, la FNSEA, les chasseurs et quelques autres sont opposés à cette idée. Pression, quoi. Pression, oui. On avait fait des auditions admirables. Boris Cyrulnik, Pascal Pic et bien d'autres. Enfin bon, et au moment de la rédaction, ils ont fait... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça prouve que
rien que le thème de la sensibilité de l'animal qui nous intéresse à ce micro, je pense, eh bien, à ce début du XXIe siècle, il continue à diviser davantage que d'autres causes. Et puis j'ai fait une saisine sur la biodiversité, on était deux, et une autre, on était deux également, sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Alors ces textes que l'on sort, ce sont des recommandations. Et après, à nous de prendre le bâton de pèlerin et d'aller voir Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, ce que j'ai fait, pour dire, là, il faudrait qu'on puisse le mettre en œuvre, etc. Donc, c'est vraiment un travail de fourmi, c'est passionnant, et j'espère que ça fait avancer un peu le raisonnement national. Nous l'espérons. Autre casquette, Alain Bougrain-Dubourg, le Conseil national de la transition écologique. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors ça, c'est une réunion de plusieurs collèges où il y a les collectivités au ministère de l'écologie. Ça fait suite au Grenelle de l'environnement où on retrouve le patronat, les collectivités, la représentation également des différentes chambres, les associations. Et là, on essaie d'avancer, comme on l'a fait pour le Grenelle de l'environnement, sur une multitude de thèmes. C'est pas évident, parce qu'on voit bien qu'il y a encore des sensibilités. Si tout le monde a conscience de l'intérêt général, chacun s'arc-boute sur son précaré, et c'est quand même extrêmement frustrant. C'est valable au Conseil économique, social et environnemental aussi. Je vois bien, je travaille beaucoup avec les entreprises, notamment avec la LPO. On a des groupes très importants comme CEMEX. Je signais une convention à midi avec la SNCF, avec des grands groupes. Et on voit qu'il y a une bonne volonté. Vous voyez, le greenwashing, dont on parle beaucoup, j'y crois de moins en moins, pour ne pas dire j'y crois plus. C'est-à-dire ce serait ce vernis, c'est oui, ça, ce vernis qu'on donne. Non, j'ai vraiment l'impression que les entreprises ont envie de s'investir. Elles ont compris que, en plus, ça avait un effet sur leur personnel, qui veulent une certaine fierté. Et ça devient très, très intéressant. Alors le problème... Donc on ne fait plus semblant, le problème, on ne va peut-être pas assez vite dans l'engagement, et puis c'est pas simple. Par exemple, la SNCF avec qui j'étais tout à l'heure, je crois que c'est 50 000 kilomètres de voies ferrées, etc. Comment on fait pour réduire les intrants ? Comment on fait pour, sur les bords des rails, ne pas élaguer au printemps et bien d'autres choses avec des obligations ? Enfin, il y a une multitude de réflexions. Et dans notre travail, la LPO, non seulement on parle avec la direction, mais on parle avec les personnels. Et ça, c'est très important. Moi, je vais faire des conférences auprès des entreprises pour... voilà. Je voudrais vous dire un truc. Sauf erreur de ma part, j'ai eu des grands amis, j'ai eu ce bonheur dans la vie. Et parmi ces amis, il y en avait, sauf erreur de ma part, qui étaient protestants et qui ont été des gens admirables. Il y avait notamment Christian Zuber. Les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, mais caméra au point, il a bercé notre enfance et il a engagé le combat pour le vivant. Il y avait Théodore Monod, que j'aimais beaucoup. Et le titre de mon livre, justement, c'est... Voilà. Bonne introduction. Non, c'est pas pour y revenir, mais parce que c'est important. Il faut continuer de marcher. Alors, je vous raconte l'anecdote en 2 jours. Théodore m'avait accompagné quand je me battais contre les braconniers de Tourterelle dans le Médoc. Il a toujours été présent, je le revois encore descendant de chez lui. Puis avec une petite épuisette, on allait dans la Seine et puis il me disait « Regarde, il y a une méduse, c'est une méduse d'eau douce ». Enfin, il était extraordinaire. Et quelques jours avant sa mort, je vais le voir à l'hôpital, il était extrêmement faible. Alors je lui racontais tout ce qu'on faisait. Théodore, tu sais, on se bat, on fait tel truc. Il m'appuyait sur le bras en signe d'acquiescement. Et là, à la fin, il m'a dit « Alain, il faut continuer de marcher ». Il m'a pas dit « il faut se battre ». Cet homme qui a traversé tant de déserts, qui a marché toute sa vie, il m'a dit « il faut qu'on... » Et ça, j'espère pouvoir poursuivre dans les pas de Théodore. Et je trouve que c'est vraiment un très, très bel engagement. D'où le titre, effectivement. D'où le titre, il faut continuer de marcher. Voilà. Aux éditions de La Martinière. Voilà. Alors, lorsque j'ai vu Mémoire, j'étais un petit peu triste. Vous savez, il y a des sportifs qui font des mémoires à 30 ans, alors je peux le faire à 67. Ceci dit, l'énergie est intacte lorsqu'on lit votre ouvrage avec passion, Alain Bougrain-Dubourg. Alors justement, c'est quoi Mémoire ? C'est l'idée de transmettre, de témoigner ? Oui, de sensibiliser ? pour tout vous dire, je ne voulais pas le faire, non pas parce que je me trouvais trop jeune, mais simplement parce que je suis plutôt pudique. Et finalement, les mémoires, ça consiste à raconter ce qu'on a vécu et le ressenti au moment de l'événement. Et plusieurs éditeurs m'ont demandé de le faire, et finalement, je me suis laissé un peu embarquer. Non, j'ai pas de regrets, mais peut-être pour une raison, c'est que c'est une manière de passer le relais.
à travers mon expérience qui n'est pas applicable à tous. Mais vous voyez, aujourd'hui, à travers mes émissions de télé, de radio, je croise des grands chercheurs, des vétérinaires, des gardes de parcs nationaux qui me disent « Tu sais Alain, on a démarré, on regardait Animalia, on s'est dit « Oh ben moi je veux faire pareil ». Bon, quel bonheur! C'est notre job sur Terre que de passer le relais de la vie. Et je me suis dit, peut-être avec immodestie, mais que ce parcours que j'ai eu, un peu improbable, parce que je suis journaliste sans avoir fait d'école, parce que on va pas épiloguer, mais d'autres peuvent se dire, s'il l'a fait, pourquoi pas moi? Et je crois beaucoup, beaucoup dans la valeur d'exemple. Il faut faire les choses parce qu'on doit les faire, mais parce que c'est un miroir à l'égard de ceux qui ont envie et qui hésitent à franchir le pas. Alors, je ne me trouve pas exemplaire, c'est pas ce que je veux dire, vous l'avez compris, mais putain, si on peut donner un peu d'espoir, voilà, c'est tellement bien. Je vois des enfants, ils ne savent pas trop quoi faire plus tard. Quel bonheur, ceux qui disent... pas faire du football, ça m'emmerde un peu. Non, mais qui ont une passion, quoi. C'est Saint-Augustin qui disait on perd moins à se perdre dans sa passion qu'à perdre sa passion. Et je crois que c'est une chance formidable, c'est une richesse exceptionnelle. Si je vous dis, Alain Bougrain-Dubourg, le pavillon de la nature, ça vous évoque certainement... Oui, le pavillon de la nature. Les JA. Les JA, les Jeunes Amis des Animaux. J'avais créé un club des Jeunes Amis des Animaux à 12 ans, au lycée Eugène Fromentin à La Rochelle. Et puis, j'ai bac-1 parce que je ne pouvais pas continuer. Mais il y avait le muséum qui était juste à côté. Et ils ont eu la gentillesse de m'accueillir, de me prendre sous leur aile. Et j'ai appris à baguer des oiseaux et surtout à ramasser des reptiles, des vipères, des couleuvres et tout. Et donc après, je suis re-rentré par la grande porte dans les écoles avec un sac plein de serpents. À l'époque, on n'avait pas besoin d'autorisation de l'académie. J'avais des fennecs et tout ça. On demandait au proviseur... En colocation, c'est difficile. Est-ce que je peux présenter à vos élèves des serpents? Ouais, venez, monsieur, je demandais 1 franc par élève, ça marchait. Et donc, j'ai fait pendant 7 ans une exposition itinérante avec le chapiteau des Tréteaux de France à la fin. Il y avait beaucoup de monde, où j'avais des rapaces, des vautours, des aigles, des faucons récupérés, blessés, malades, et puis des serpents que je présentais. Et j'avais la naïveté de croire que ces animaux qu'on n'aimait pas, les mal-aimés de la nature, si j'arrivais à les réhabiliter, je sauverais l'ensemble de la faune. D'une certaine manière, avec d'autres, j'y ai contribué, puisqu'il y a eu une loi de 1976. Oui, voilà, c'était la législation vous a suivi. Voilà. C'était un grand moment. Ouais. Et vous voyez, 40 ans après, on va l'année prochaine fêter cette loi à travers une loi biodiversité dont on repousse l'échéance en permanence. Elle devrait passer au Sénat, elle devait passer en juillet, après en septembre, après en janvier, on s'est fait repousser encore. Bon, elle n'aura pas la même ambition. Dans cette loi de 1976, on s'interrogeait déjà sur la sensibilité de l'animal. Moi, j'y suis très attaché. Je ne supporte plus que l'on parle de quotas, de population. Je me suis beaucoup battu avec les LPO pour l'ERICA. 150 000 oiseaux, ça ne dit plus rien. Moi, quand je vois un oiseau qui agonise avec le pétrole, pour moi, il a toute mon attention. Et l'autre à côté aussi, on doit s'attacher à l'individu. C'est capital d'avoir cette sensibilité à l'égard du vivant. Et l'éthologie, l'étude du comportement animal, nous prouve chaque jour que le fossé que l'homme s'est employé à creuser en étant sur un piédestal avec à ses pieds le reste du vivant, ce fossé se comble par la science. La science nous apprend qu'il y a une sensibilité, une capacité de stress, d'émotion, de complicité, de mensonge, de rire et bien d'autres choses qu'on retrouve dans le monde animal, y compris chez les pieuvres, qui sont les derniers à rentrer dans la liste des animaux dits sensibles. Et pour autant, on n'y est pas sensible. Je vois bien. Vous m'arrêtez parce que moi, vous savez... écoutez, vous êtes rempli d'intuition, Alain Bougrain-Dubourg, parce que nous arrivons au terme de cet entretien. Je suis un peu frustré parce que j'avais encore plein de questions à vous poser. Enfin, ça se poursuivra peut-être hors antenne. En tous les cas, je rappelle votre ouvrage, Alain Bougrain-Dubourg, Il faut continuer de marcher. Je crois que c'est une invitation pour chacune et chacun d'entre nous. Mémoire au pluriel, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs, aux éditions de La Martinière, très belle maison d'édition. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler.
Il y a quand même quelqu'un, je voudrais dire, à qui vous rendez hommage, c'est Brigitte Bardot, une grande dame aussi, Ouais. et qui a partagé votre vie aussi, et qui est une grande défenseur des animaux, c'est que nous saluons également. Ça me fera plaisir. Et bon vent, comme on dit en Bretagne, chez moi. Merci Alain beaucoup. Bougrain-Dubourg. Merci à d'avoir été chacun. notre invité. Votre radio, notre climat.